Ce podcast a été enregistré fin 2019 avec Olivier Schmitt. On s'était éclairé à la bougie dans une petite pièce dans un chalet de montagne. On avait bossé ensemble pendant une semaine. Et donc Olivier s'est confié énormément sur sa façon, sa vision de voir le travail de vidéaste, sa chaîne YouTube, en quoi ça l'aidait à développer son activité. Moi j'ai été totalement bluffé par notamment la façon dont il gérait ses partenariats et ses budgets qui étaient associés aux partenariats. J'ai appris énormément de choses en discutant avec Olivier. J'espère que ce sera votre cas aussi. Bonne écoute. Si vous voulez lancer une chaîne YouTube, faire quelque chose, et ben juste faites, publiez, mais finissez un projet. Et c'est dans tous les domaines pareil. Tu veux faire du tricot, si tu n'arrives jamais à finir ta première chaussette, tu vas être déprimé. Ouais, je suis nul en tricot, je sais même pas une chaussette. Et ben vas-y, bosse à fond. Finis cette chaussette, même si la couleur te plaît plus, même si tu t'es trompé dans la maille, dans la taille, tu l'as fini. Comme ça, tu as la satisfaction de finir quelque chose. Et pour moi, le lancement de la chaîne, ça a été ça. Bonjour tout le monde, bonjour Olivier. Salut. Bienvenue dans le podcast Les créateurs vidéo. J'ai le grand plaisir d'être accompagné d'Olivier Schmitt avec la chaîne YouTube Olivier Schmitt. Oui, c'est ça. Ta chaîne qui va passer les 100 000 abonnés dans les tout prochains jours au moment où on enregistre. Ouais, d'ici peut-être 2 semaines. C'est délire, c'est trop cool. Ouais, ça fait plaisir. Donc tu as une chaîne qui parle de création vidéo essentiellement, avec un peu de test matériel. Du tutoriel, du test matériel, beaucoup de vidéos, mais de plus en plus de photos aussi. Tout autour de l'image. C'est ça, Ouais. dans le but de motiver les gens à créer de l'image. Et tu as commencé il y a combien de temps? Et ben écoute, à peu près 2 ans. 2 ans et 1 ou 2 mois, donc en gros en janvier 2017. Ah, donc ça s'est vachement vite développé en fait, c'est une bonne Ça s'est croissance. développé assez vite, ça a bien pris dès le début. Au début, j'ai commencé avec un test du DJI Mavic Pro, première version, premier du nom, donc le drone pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et j'ai commencé avec des tests de ce drone sans grandes ambitions sur YouTube et ça a pris en fait. C'était de l'actualité, du coup ça a pris et j'ai continué. En réorientant petit à petit vers mon métier qui est la vidéo et la photo. Ok, est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé ta chaîne YouTube? C'était quoi le déclencheur au départ? En fait, ça a mis du temps à se lancer cette chaîne YouTube. Si vous êtes curieux et que vous allez voir la date de création de ma chaîne YouTube, elle date de, je sais pas moi, peut-être 2015, 2014, j'ai des conneries, mais c'est assez vieux en fait. Et j'ai dû publier une petite vidéo test comme ça en 2015, une autre petite en 2016. Et même la toute première vidéo, vraiment avec l'ambition de faire une chaîne YouTube, je l'ai sortie en 2016 finalement. 2015, lorsque j'étais en Australie et j'ai fait un DIY, un tutoriel pour créer un prompteur fait maison pour moins de 5 €, tu vois, le titre bien accrocheur dès le début. Et ça a bien plu, ça m'a plu, mais j'ai pas pu continuer. En fait, j'ai fait rapidement 2 tutoriels Photoshop, Lightroom, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion pour des raisons personnelles de continuer dans ce projet-là. Et c'est par la suite, 1 an après, du coup, à peu près, que je me suis dit, allez, cette fois-ci, je me lance et je valide cette date de janvier 2017, du coup, pour le vrai lancement de ma chaîne. À partir du moment où, on va dire, j'ai dépassé les 20 abonnés, tu vois. J'ai lancé la chaîne, quoi. Et on peut toujours retrouver la toute première vidéo ou tu l'as... Ouais, mais voilà, je l'assume pas trop. Non, mais j'ai encore des commentaires sur cette vidéo de tutoriel donc pour créer un prompteur. Et j'ai encore des gens qui la regardent et c'est un peu intemporel, si tu veux, comme vidéo, donc c'est ça qui est intéressant. Après, c'est toujours bizarre de se regarder, hein, même aujourd'hui, dans la vidéo que je fais, et tu le sais aussi bien que moi. C'est embarrassant les premières. Ouais, et les premières, t'es pas à l'aise, tu vois plein de défauts, et voilà, mais ça fait partie de l'histoire de la chaîne, quoi. Quelle est aujourd'hui ta vidéo préférée sur ta chaîne? C'est pas forcément celle qui a le mieux marché, mais c'est... Ah ouais, non, t'inquiète pas, c'est pas forcément celle qui... Je regarde très peu les chiffres. Je suis content quand tu passes les 10 000, 20 000 vues. Certaines aujourd'hui qui sont un peu plus vieilles, qui ont 2 ans, passent même les 300 000 vues. Donc t'es content. Mais je le découvre en fait que ça passe ces chiffres-là parce que je suis pas en train de regarder, je m'en fous un petit peu. En général, c'est souvent mes dernières vidéos que j'apprécie le plus parce qu'en ce moment, là, sur les dernières vidéos que j'ai créées, et c'est vraiment l'ambition du futur de ma chaîne, c'est de créer des projets assez complexes en termes de moyens humains, techniques. Là, au moment où on fait ce podcast, il y a une vidéo qui va sortir, tournée avec une RED Gemini, avec Albert, avec mon assistant. C'était vraiment un très bon moment, en fait, si tu veux. Et les vidéos que je préfère, c'est celles où il y a eu un partage. En général, c'est jamais des vidéos, c'est jamais des vidéos où j'étais seul. C'est toujours des vidéos où il y avait quelqu'un avec moi, un assistant, tout bêtement, peut-être un stagiaire, peut-être juste un partenaire, un autre youtubeur. Et c'est là que j'ai créé des souvenirs de tournage et qui vont donner du coup une vidéo qui sera
peut-être plus ou moins apprécié de la part de mes abonnés, mais c'est pas ce qui m'importe. C'est vraiment moi personnellement, dans tous les cas, je vais l'adorer cette vidéo, même s'il y a peut-être des défauts techniques, des défauts artistiques, peu importe ce que les gens vont trouver dedans. Moi, je vais l'adorer parce qu'il y a eu un moment d'échange et un souvenir de tournage. Donc actuellement, tu vois, une de mes vidéos préférées, c'est celle qui sort en ce moment avec la RED, parce que je suis content quand même de la technique, je suis content du montage, je trouve que c'est une belle vidéo, elle fait 33 minutes, je trouve qu'il y a de belles images, il y a tout un cheminement dans la vidéo, je trouve, et j'ai beaucoup de satisfaction parce qu'il y a beaucoup d'efforts derrière. Mais si je devais en retenir une autre, juste globalement, c'est une vidéo que j'ai faite, il y en aurait deux parce que je les ai faites avec mon père. Il m'avait emmené pour mon anniversaire au Stromboli, donc j'ai faire un test, j'ai appelé Extreme de Sony A7 III au moment de sa sortie, et c'était un super, là aussi, moment de partage et d'échange en famille, du coup, des merveilleux souvenirs de tournage, une belle vidéo selon moi, et un peu plus tôt dans l'année, on était aussi avec mon père aller faire une Via Ferrata, où j'ai pu comparer des setups de vlog, et c'était aussi un super souvenir parce que c'était une sortie, voilà, un partage. Ah, c'est cool. Donc, c'est vrai que tes meilleurs souvenirs sont vraiment associés aux personnes avec qui Ouais. tu tournais ces vidéos. Et pour toi, chaque nouveau projet vidéo est l'opportunité de rencontrer des gens, de te faire des souvenirs de tournage. Tu vois, on parle de test produit et pour beaucoup de personnes, c'est un gros mot. Pour certains youtubeurs, c'est un gros mot aussi. Et je le comprends, mais moi, je vois ça, un test produit, en plus, qui peut être rémunéré, qui peut être... voilà, il n'y a plus de secret, on a des budgets pour parler de certains produits. Mais moi, je le vois vraiment d'une façon totalement décomplexée, dans le sens où les budgets qui vont être alloués à un projet de promotion de produit, je vais vraiment utiliser ce budget comme tu vas gérer une production audiovisuelle, publicitaire ou de cinéma, peu importe, tu vois, un vrai projet audiovisuel où tu vas avoir différents axes de dépenses. Tu vas avoir, tu vois, peut-être des costumiers, des maquilleurs. Moi, j'ai utilisé des danseurs professionnels, un chorégraphe dans un test produit il n'y a pas longtemps. Ça m'a permis de les rémunérer, de faire appel à des professionnels et sortir des vidéos qui sont certes des tests produits, sponsorisés, oui. Là, c'était sponsorisé par un revendeur, donc c'est un petit peu différent. Mais ça apporte une plus-value parce que tu vas t'entourer, comme tu le disais. Je vais chercher pour chaque nouveau projet à trouver une idée originale de mise en situation et à m'entourer de nouvelles personnes professionnelles dans leur domaine pour apporter une vraie plus-value, quoi. Mais ça, si c'est une patte que tu apportes à tes vidéos, habituellement, on a tendance à se dire, ouais, mais ça fait longtemps que je travaille sur ma chaîne YouTube, j'ai un peu mérité de récupérer un peu les fruits de mon travail. Et donc, on se dit, la marque, elle paye pour accéder à mon audience, mais je vais pas faire plus d'efforts que ça pour faire cette vidéo en particulier. Ouais. Et toi, ce qui est chouette, c'est que tu te dis, bah non, au contraire, c'est l'opportunité, j'ai un budget en plus pour faire une vidéo encore meilleure que d'habitude. Carrément. Et ça te distingue pas mal des autres, quoi. Peut-être, c'est pas moi le mieux placé pour en juger, mais c'est vrai que c'est comme ça que je le conçois. C'est, tu vois, avoir un budget et tout mettre dans sa poche, ok, ça fait vivre la chaîne, c'est vrai. Ça veut dire, ça te fait vivre toi en tant que youtubeur pour tes différentes dépenses. Mais je préfère partir du principe que, bah, de toute façon, je fonctionne comme ça. Toutes les personnes qui bossent avec moi le savent. Il y a un échange, soit en formation, par exemple, je pense à Anthony, mon assistant. On a un deal, je le forme, il m'assiste, et maintenant je commence à le payer systématiquement sur les prods pour lesquels moi j'ai un budget. S'il y a un budget, tout le monde en profite. C'est un peu ma règle, tu vois. Il n'y a pas de raison que je m'en mette plein les poches. Sur la vidéo dont on parlait avant, moi, il me reste presque plus rien à pouvoir payer chorégraphe, danseur. Il y avait 3 personnes déjà là, plus Anthony. Voilà, mais pour moi, c'est pas si important que ça. J'ai fait un beau projet, tout le monde est content et on a de très bons souvenirs de ce tournage aussi. Je vois que tu es super actif sur les réseaux sociaux, Instagram en particulier. Surtout Instagram. Ouais. Un petit peu Twitter, Facebook, etc. Comment tu fais vivre ta communauté et comment tu perçois ta communauté aujourd'hui? Je la respecte beaucoup, ma communauté. J'ai un immense respect parce qu'ils me donnent leur confiance. Et ça, je trouve ça une valeur inestimable quand on fait ce qu'on fait. Les gens te suivent, te regardent, te font confiance dans ce que tu leur dis, dans les conseils que tu leur donnes. Et ils vont souvent les yeux fermés, comme si t'es un très bon pote pour eux. T'es un meilleur pote. Et il s'assoit un petit peu sur tes conseils, t'écoute, quoi. Et je sais pas forcément comment j'entretiens, tu vois, pour répondre à ta question, ma communauté. Effectivement, je fais des stories sur Instagram, c'est assez spontané, c'est-à-dire que je me dis pas, tiens, aujourd'hui, j'ai pas publié, toi, là, aujourd'hui, j'en ai fait très peu, et c'est pas grave. Enfin, j'en ai fait très peu, au final, j'en ai quand même fait 3-4, c'est quand même peut-être énorme pour des gens comme toi qui en font jamais, tu disais, hein. Chaque mois, je fais 3-4 stories. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime beaucoup Instagram, enfin les stories Instagram, parce que ça permet de garder un contact. J'ai un rythme de sortie de vidéos qui est pas du tout régulier, donc ça respecte pas du tout les codes YouTube à la base. Et les vidéos que je sors sont très longues, elles sont souvent espacées d'au moins 3 semaines. Et donc c'est un peu pour toutes ces raisons que j'utilise aussi Instagram. C'est pour garder un contact quotidien ou hebdomadaire avec mes abonnés.
et pouvoir partager des choses plus simplement. Enfin, je suis en train de te faire la définition d'une story Instagram. Au final, c'est créé pour ça, mais toujours avec un œil bienveillant. Et ouais, pour moi, ma communauté, c'est des gens qui sont matures, qui sont intelligents, qui sont passionnés. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour eux. Et c'est des gens qui sont très qualifiés aussi dans certains domaines. Il y a forcément des débutants, hein, une grosse partie de débutants forcément, mais aussi des photographes pros, des ingé son, des réalisateurs plus ou moins expérimentés. Donc je reste assez humble par rapport à tout ça et à ce que je peux dire aussi. On n'a pas la science infuse. C'est pas parce qu'on a une tribune sur YouTube, parce qu'un jour on a appuyé sur un bouton, tu sais, s'inscrire sur YouTube et qu'on a fait des vidéos au bon moment. Tu vois, je parlais du Mavic Pro qui m'a un peu lancé. Bah, j'ai fait une vidéo au bon moment, ça a lancé ma chaîne et j'ai été plus connu que d'autres qui sont pas moins bons que moi, tu vois. Donc c'est pour ça que j'y vais avec des pincettes aussi et j'essaie d'être sûr de ce que j'apporte sur ma chaîne, quoi. Comment tu monétises tes vidéos et d'une manière plus générale, comment tu vis? Est-ce que tu vis déjà de ta chaîne YouTube aujourd'hui ou pas? Ou est-ce que tu envisages d'en vivre bientôt? Voilà, quel est ton rapport à l'argent et comment tu monétises ton activité d'une manière générale? Alors, j'ai aucun tabou par rapport à ça. Déjà, pour répondre à la question, est-ce que je compte en vivre, même si je pouvais, et je vais t'en parler tout à l'heure financièrement parlant, je ne le ferai pas à 100%. En tout cas, c'est ma philosophie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me vois en tant que réalisateur et photographe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me considère pas comme youtubeur à temps plein. Je ne me considère pas comme professionnel sur YouTube ou créateur de contenu sur Internet. Mon métier, c'est la vidéo et la photographie. Et je tiens à ce que ça reste ça parce que je vois pas quelle légitimité j'aurais à donner des conseils dans ces domaines-là, à parler de matériel, des sorties matérielles, des choses comme ça, si je n'ai plus d'activité professionnelle et si je suis plus confronté au terrain, si je suis plus confronté à des problématiques de clients, si j'ai pas les mêmes problématiques que les gens qui m'écoutent, j'ai rien à leur expliquer, tu vois. Ils sauront mieux que moi comment faire sur le terrain face à un client. Donc, si aujourd'hui, tes productions sur YouTube sont déjà des véritables productions. Ouais, alors pardon, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je m'en rends compte de plus en plus, c'est que ce que je propose sur YouTube, ça commence à se transformer vraiment en des vrais petits courts-métrages, voilà. Mais ce rapport quand même clientèle, j'y tiens, même si je limite énormément, c'est-à-dire que je ne démarche pas du tout, j'ai la chance d'avoir du bouche-à-oreille qui fonctionne assez bien petit à petit, grâce à YouTube aussi, forcément. Mais je n'aime pas démarcher, je déteste ça, je l'ai jamais vraiment fait. Et du coup, j'ai très peu de projets qui arrivent, mais en général, ils sont sérieux, ils ont le budget adéquat, et ce qui me permet de bien sélectionner les projets sur lesquels je travaille. Et donc, pour revenir un petit peu à la question de base, parce que je ne l'ai pas oublié, aujourd'hui, je pourrais vivre de mes sources de revenus Internet. Pas que YouTube, mais YouTube est la source, on va dire, de communication qui m'aide, qui m'apporte la vitrine, exactement. Je pourrais en vivre, je pourrais payer mes factures avec. En gros, quand je dis je pourrais en vivre, c'est ça, je pourrais payer mes factures avec. Par contre, je pourrais peut-être pas me projeter dans des projets de famille plus complexes, des maisons, que sais-je, des voyages extraordinaires, voilà. Donc c'est aussi pour ça que je garde des clients qui, financièrement parlant, représentent des parts plus grosses, en tout cas, si on parle de taux horaire, forcément, parce que le taux horaire, quand des revenus Internet, c'est pas trop ça. Mais vu que j'en ai très peu, on va dire, mes revenus, c'est un peu 50-50 sur l'année. C'est vraiment, ça s'égalise entre mes revenus Internet et mes revenus de clients. Donc mes sources de revenus, c'est un peu ça que tu voulais parler. Donc il y a forcément la publicité YouTube. Ça représente pas énormément, hein. Tu sais comme moi, on fait pas dans nos domaines qui sont des domaines niches, on ne fait pas énormément de vues. On fait pas assez de vues pour en tout cas espérer dégager à ne serait-ce que 1 000 € par mois. J'en suis loin, 1 000 € par mois en tout cas si je parle de publicité YouTube, quoi. Sans compter les gens qui ont Adblocks, etc. Enfin bref. J'ai une boutique en ligne de produits virtuels. Je vends des transitions pour Premiere Pro, des luttes, donc des presets colorimétriques pour parler aux débutants. Et cette boutique en ligne, par contre, fonctionne assez bien. Je vends des choses pas chères du tout. Toi, c'est 50 centimes la lutte. Je ne veux pas prendre les gens pour des pigeons non plus. Ça ne reste que des presets virtuels, donc il n'y a pas de raison que ça vale 1000 et des cents. Donc je vends ça à 1 €, 2 € sous forme de pack. Et ça représente une source de revenus qui est assez confortable, qui permet en fait de pouvoir
de pouvoir effectivement lancer des projets de façon plus indépendante sans compter sur des partenaires. Après, tu vas avoir l'affiliation, procédure classique, j'ai envie de dire, qui est devenu un standard, qui est très accepté maintenant par les différentes communautés. C'est plus du tout un tabou et les gens comprennent tout à fait. En plus, ça n'a aucune incidence sur le prix final d'achat. Petit rappel, l'affiliation, c'est quand on redirige des viewers vers des produits qu'on leur conseille. Voilà. Il y a Plein de liens dans passe des commandes. Si tu passes une commande de ces produits, il y a un petit pourcentage qui te revient parce que tu as amené la personne sur ce site. En moyenne, on peut dire que les pourcentages, en tout cas Amazon, c'est du 3 à 4. Je crois qu'ils ont un peu augmenté maintenant sur certains produits pourcents. Donc sur des produits photo-vidéo, c'est sûr, ça peut tout de suite faire des petites sommes intéressantes, du 20 € là, 30 € là. Mais ça reste quand même pas extraordinaire. Hein. Après, il y a de l'affiliation, non pas que sur Amazon. J'essaie de privilégier les revendeurs français. Travailler, tu vois, un petit peu éthiquement parlant, j'aimerais bien réussir à virer tous mes liens d'affiliation Amazon. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir le faire, mais aujourd'hui, malheureusement, Amazon, ça reste très simple. C'est, on va dire, à peu près 70-80% des achats en ligne, en tout cas photo-vidéo, se font sur Amazon, d'après les propres statistiques que j'ai fait auprès de mes abonnés. Souvent, c'est 90. Ouais, d'accord. Et après, vient des sites comme la Fnac ou des choses comme ça. Et c'est vrai que les petits revendeurs, petits, je les appelle petits, ils sont quand même gros, Miss Numérique, tout ça. Malheureusement, si on se contentait que de ça, et ben, on aurait plus de mal à vivre de YouTube, quoi. Donc bref, parenthèse fermée, mais voilà, il y a l'affiliation. Et après, justement, de plus en plus, il y a donc de la vidéo sponsorisée. J'essaie d'accepter des vidéos sponsorisées uniquement de revendeurs. Enfin, uniquement, ça dépend forcément de la situation, mais pour essayer d'avoir de toute façon, je tiens à avoir un avis transparent et objectif, et les marques, les revendeurs le comprennent et nous demandent même ça. Surtout, on ne veut pas du tout biaiser votre discours. Il y a de plus en plus de marques qui comprennent ce message. Ça n'a aucun intérêt, ça. Si tu veux, c'est tout de suite grillé. C'est une très mauvaise image pour la marque, c'est une très mauvaise image pour le youtubeur. Donc voilà. Après, forcément, certains diront, et ils ont raison, qu'à partir du moment où il y a un échange d'argent, même si on cherche à être objectif, on va pas se mentir, on va peut-être un petit peu embellir la réalité. Même sans s'en rendre compte parfois, mais c'est surtout ça. C'est surtout ça. Il peut forcément y avoir un léger biais. Après, il faut garder la confiance auprès de sa communauté, c'est essentiel. Et c'est pour ça que ces budgets de production, pour moi, vont dans ce que je disais tout à l'heure, un budget de production et non pas une rémunération pure du youtubeur. Je pense que c'est beaucoup plus compréhensible et du coup, ça justifie tout à fait qu'il y ait un budget derrière. Et ça, les gens le comprennent tout à fait. Tu parlais je reviens un tout petit peu en arrière, tu parlais de tes profils colorimétriques que tu vends à une partie de ta communauté, et je reviens sur l'aspect communautaire, parce que tu n'as pas évoqué par exemple le gros concours Kumquat que tu organises sur l'année, ton groupe Facebook de créateurs qui est énorme et qui est très actif. Est-ce que tu as remarqué par exemple dans le concours Kumquat, qui est un concours de photos et vidéos, avec beaucoup de participants, qu'il y en avait qui utilisaient du coup des luttes que tu as mis en vente? Alors, les repères comme ça ou... Je les repère pas forcément comme ça d'un coup d'œil, mais je sais que certaines personnes réussissent puisqu'ils me taguent, tu sais, sur Instagram ou même, peu importe, sur différents réseaux, justement dans le groupe l'atelier des créateurs sur Facebook. Ils disent ouais, j'ai utilisé les luttes d'Olivier, etc. Ou alors j'échange par mail aussi avec eux, ils ont des questions sur comment les utiliser, des choses comme ça, donc j'essaie de répondre tout le temps à tout le monde, surtout quand il s'agit de clients du coup au sens premier du terme, puisqu'ils ont acheté quelque chose sur ma boutique, donc ce sont vraiment des clients. Donc voilà, mais effectivement dans le concours sans doute. On parle un peu matos? Vas-y, go. Alors matos de youtubeur, c'est-à-dire avec quel matériel tu as commencé ta chaîne YouTube? Si on enlève peut-être la première vidéo qui était plutôt un test, mais quand tu as commencé en 2015? Écoute, c'était déjà la 7R2. D'accord. Tu as commencé, comme ton activité était déjà d'être vidéaste, tu avais déjà un outil. J'étais surtout photographe à ce moment-là. Ouais. Surtout photographe, déjà pour des entreprises, dans l'événementiel, dans la mode. Donc j'avais un A7R2. J'avais fait le switch de Canon à Sony. Il faut savoir que j'ai un site qui s'appelle olivierschmitt.fr, qui est un peu mon blog sur lequel je prends beaucoup de plaisir à rédiger des articles, mais j'en fais très peu parce qu'il y a d'autres projets qui passent devant. Mais j'adore rédiger des articles. D'accord, c'est rare. Ouais, c'est dommage parce que tu vois, j'aimerais bien entretenir ce blog toutes les semaines, quoi, mais au final, je publie un truc tous les 4 mois. Mais il y a pas mal de ressources dessus parce que depuis que je suis dans le monde professionnel et même à la fin de mes études, j'avais lancé ce site en faisant des articles sur les domaines dans lesquels je travaillais. À la base, c'était l'animation 3D.
et petit à petit en photo. Et du coup, quand je suis passé de Canon à Sony, j'avais rédigé certains articles pour faire un feedback, mon passage de Canon à Sony. Donc, tu vois, c'est un peu, pour moi, ça a été, sans le savoir, un peu une amorce de ce que j'allais faire sur YouTube, de me dire, bah tiens, après j'en parlerai, enfin, finalement, après j'en ai parlé sur YouTube, mais j'ai intéressé certaines personnes comme ça, je pense, et après je suis passé du coup à la vidéo. Donc j'avais déjà cet A7R2, donc en matos A7R2, sans doute le 50 mm 1.4 que j'ai... Non, à l'époque j'avais la bande d'adaptation Metabone, la marque 4 pour utiliser mes optiques Canon classiques, puisque quand tu changes de marque, voilà, tu fais une période transitoire, ça a duré 1 an et demi avant que je revende toutes mes optiques à bon prix, tu vois, j'étais pas pressé. Et donc j'ai commencé avec ça, Et aujourd'hui? un A6300 assez rapidement derrière, et aujourd'hui la 7.3. D'accord. Ok. Les niveaux éclairage. Alors, au niveau éclairage, j'ai débuté la lumière du jour. Après, je me suis acheté un kit Aputure, les panneaux LED. Là, ça doit être des 500 LED. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. À chaque fois, j'oublie le nom de ce truc. Donc, 3 panneaux LED. Et actuellement, j'ai une Light Falcon Eye, la SO, je sais plus comment ça s'appelle, mais très plate. Là, je sais pas si tu vois. C'est des. Si tu veux, ça remplace un peu une softbox. Donc, l'idée, c'est d'avoir un cercle, un disque comme ça de lumière LED, donc diffuse, vraiment une lumière très diffuse, qui fait 60 cm de diamètre et qui va être épais, qui va faire 1 cm d'épaisseur. Donc tu vois, pour moi, c'est totalement révolutionnaire d'avoir un truc comme ça. C'est pas une marque exceptionnellement bonne, Falcon Eye, tu vois, dans la durée de vie, c'est pas les meilleurs, quoi. Mais c'était les seuls, en tout cas quand j'ai acheté ça, à proposer ce produit-là. Et dans mon nouveau studio, je voulais absolument pas avoir, tu vois, une grosse softbox énorme qui prend 1 mètre de profondeur, qui prend tout l'espace, quoi. Donc actuellement, j'ai cette lumière-là et toujours mes petits éclairages, plus des fois des vraies ampoules, un peu design pour soit faire un backlight ou des choses comme ça. Et comment tu gères le son, en particulier sur tes vidéos extérieures, parce que tu tournes beaucoup en extérieur pour entrer vraiment sur le terrain. Comment tu gères le son? Plus je suis en extérieur, plus je suis content dans mes vidéos. Dès que je m'assois dans mon canapé, je me dis là, mec, tu vas pas chercher bien loin. Je suis pas important, donc j'y pense. Mais c'est vrai, ça. Mais c'est un côté pratique. Tu m'en parlais. Mais ouais, je cherche souvent un peu trop des mises en situation, à faire trop compliqué. Et pour le son en extérieur, j'utilise un kit Rode qui s'appelle le Filmmaker Kit, un truc comme ça. C'est un kit donc micro-cravate sans fil. Voilà, tout simplement. Ça permet d'avoir pour moi la meilleure qualité de son en extérieur. Et tu choisis ta bonnette, il y a 2 bonnettes qui sont avec, selon la quantité de vent qu'il y a, tu vois, donc ça te permet même quand il y a du vent de te débrouiller. Et sinon, si je veux un peu le son d'ambiance, par exemple pour un making-of de tournage, choses comme ça, j'utilise un micro Canon que tu mets sur ton boîtier classique. Voilà. Et voilà, après pour les tournages plus pro, j'ai un perchiste avec moi, mais là on n'est plus dans le contexte YouTube, quoi. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé YouTube? Ne dépasse jamais les 1000 abonnés. C'est-à-dire? Non, je vais expliquer ça. En fait, si tu veux, non, mais c'est vrai, c'est bête ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de lancer une chaîne, qui n'arrivent pas à dépasser les 1000 abonnés, ils vont me prendre pour un. Enfin, tu vois, mec. Non, mais en fait, c'est un peu maladroit la façon dont je te dis ça. Mais en gros, si tu veux. On va faire la question, si tu veux. Non, je vais t'expliquer. Ouais, vas-y. Non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que plus ton nombre d'abonnés grossit, plus tu te mets de la pression. Même involontairement, indirectement, tu te mets une pression énorme qui peut te pourrir, qui peut pourrir ta créativité, ton rythme de sortie de vidéo. Et quand tu as 100 000 personnes susceptibles de regarder ce que tu publies, au moment où tu cliques sur publier, tu vas te poser 36 000 questions. Ouais, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'on va me juger sur une faute que j'ai dit à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une erreur dans le montage que j'ai pas vue? Ou encore plus souvent, en fait, tout simplement, tiens, aujourd'hui, j'ai juste le plaisir de partager un souvenir sans pression, comme ça, un petit vlog, une petite vidéo de voyage, sans ambition, tout simplement pour le plaisir de publier ça sur ma chaîne, parce que ça reste ma chaîne, que je fais aussi pour moi, pour mon plaisir, il faut que ça reste son propre plaisir. Mais tu sais que derrière, tu as beaucoup de monde qui vont regarder, qui vont commenter, qui vont peut-être pas aimer, qui vont mettre des commentaires qui vont peut-être te pourrir ta soirée, parce qu'on reste humain, on reste sensible à ces commentaires-là, malgré tout, même si on a qu'un. J'ai une communauté exceptionnellement, tu vois, adorable, vraiment bienveillante. Mais forcément, tu vas toujours avoir 1 ou 2 petits commentaires qui vont être peut-être injustes. Tu vois, injustes. Ne jamais lire les commentaires avant d'aller se coucher. Ouais, moi j'ai enlevé toutes les notifications à partir des 30 000 abonnés, par exemple, tu vois, parce qu'il suffit que tu es posé chez toi, tranquille, en famille, et t'as une petite notif qui arrive avec juste un commentaire désagréable, mais gratuitement, tu vois, ou juste injuste par rapport au boulot que t'as délivré.
et ben tu vas y penser. Et en fait, c'est pour ça que je disais ça, ne dépassez jamais les 1000 abonnés, parce que je me rappelle du plaisir que j'avais qui était différent quand j'avais très peu d'abonnés. J'avais vraiment, je me sentais, mais vas-y, go, vas-y, on sort, on filme, on publie, rien à foutre, enfin, tu vois, on y va, quoi. Et là, non, je publie moins parce que la dernière fois, j'avais une Ferrari, une Lamborghini, là, j'avais une Raid en haut du Grand Ballon, là, je vais aller bientôt à Patrouille de France, enfin, toi, du coup, tu montes la barre et t'as du mal à accepter de rebaisser la barre parce que t'as peur que les gens n'aiment pas. Alors qu'en fait, je pense qu'ils s'en foutent. Je pense qu'ils sont juste contents de te retrouver et puis voilà, c'est tout. Et c'est pour... J'ai le sentiment que dans ton cas, alors déjà, ta spécialité, c'est la vidéo. Donc, on va forcément te juger sur la qualité de la vidéo, du son, du montage, etc. Ouais. Donc, tu vas déjà être jugé là-dessus. Exactement. Ouais. C'est une première. C'est normal, tu vois, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais effectivement, tu peux pas te permettre de louper techniquement quelque chose de trop grave, quoi. Parce que oui, les gens te voient, pour certains, comme vraiment un mentor. Pour certains, hein, bien sûr, hein, moi j'ai des mentors à moi, on est tous l'expert de quelqu'un. Et ouais, et tu te dois de faire gaffe, quoi. Mais j'ai le sentiment en plus que toi-même, il faut que chaque nouvelle vidéo soit un cran au-dessus de la précédente et que tu Je seras peux jamais pas- satisfait. Alors, je suis perfectionniste. Ouais. C'est vrai, je suis très perfectionniste. J'ai beaucoup de mal à accepter que quelque chose sorte qui soit pas à mes yeux parfait. Mais j'arrive à limiter mon perfectionnisme. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je sais que je pourrais encore m'abrutir à essayer de modifier des choses, à rajouter des plans, des illustres, des machins. Mais il y a un moment, ça suffit. Et done is better than perfect. C'est vraiment, par contre, ça, c'est un peu le truc qui m'a motivé vraiment à lancer ma chaîne. C'est cette phrase toute bête. Donc, pour les lignes anglophones, quelque chose de terminé est mieux que quelque chose de parfait. Et ben ouais, si vous voulez lancer une chaîne YouTube, faire quelque chose, et ben juste faites, publiez, mais finissez un projet. Et c'est dans tous les domaines pareil. Tu veux faire du tricot, bah si t'arrives jamais à finir ta première chaussette, tu vas être déprimé. Ouais, je suis nul en tricot, je sais même pas une chaussette. Et ben vas-y, bosse à fond, finis cette chaussette. Même si la couleur te plaît plus, même si tu t'es trompé dans la maille, dans la taille, tu l'as fini. Comme ça, tu as la satisfaction de finir quelque chose. Et pour moi, le lancement de la chaîne, ça a été ça. Tu sais, t'as peur de te filmer, t'as peur de parler à la caméra, t'es pas à l'aise, tu sais que ça va pas être top. Mais c'est pas grave, ta meilleure vidéo, c'est toujours la suivante. Là, je te rejoins à 100% là-dessus. Il y a même sûrement des personnes qui nous écoutent qui hésitent à démarrer leur chaîne YouTube. C'est peut-être 6 mois, 1 an, qui se posent la question. Ouais. C'est peut-être pas le bon matériel. Qu'est-ce que je vais renvoyer? Je trouve beaucoup d'excuses et le premier vrai frein, c'est toujours soi-même. Mais on se trouve des excuses matérielles, on se trouve des excuses. Alors oui, le matériel, c'est important dans une certaine mesure, mais aujourd'hui, on a des smartphones de fou, on peut se lancer avec des smartphones, il n'y a aucun souci. Il y a des énormes chaînes YouTube qui ont été créées il y a 10 ans. C'était quoi la techno il y a 10 ans? C'était dégueulasse. Ouais, genre, ouais. Donc non, le but, c'est quand même... Alors le son, c'est vrai que c'est très important, et tout le monde le dit, c'est quand même la chose à laquelle il faut faire le plus attention. Mais tant que le contenu est pertinent, intéressant, et même si ça intéresse que 10 personnes, c'est super. 10 personnes. T'imagines 10 personnes en face de toi qui t'écoutent? C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai eu 200 abonnés. Je sais plus qui m'a dit ça. Je crois que c'est Mylène, ma compagne, qui m'a dit, mais t'imagines une salle de 200 personnes en face de toi là, qui sont en train d'écouter ce que tu dis? C'est énorme. J'ai eu le calcul il n'y a pas longtemps sur mon petit réflexe. Je m'étais rendu compte que, en fait, en regardant le watch time de mes vidéos, c'était l'équivalent de si 2 fois par semaine, je donnais une conférence devant 1000 personnes pendant 1 heure. Ouais. Et je me suis dit, waouh! En fait, c'est énorme. C'est la folie. En fait, c'est énorme l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Et 10 personnes, c'est énorme aussi. C'est déjà énorme. C'est jamais d'être devant 10 personnes qui ont toute notre attention pendant 4 minutes. Exactement. 6 minutes. C'est hyper gratifiant et il faut se satisfaire de ça. Et c'est pour ça aussi que je rejoins sur ce que je disais, ne dépasse pas. C'est comme dit, c'est ironique, c'est façon de parler, ne dépasse pas les 1000 abonnés dans le sens où 1000 abonnés c'est très bien et t'as tout autant de plaisir et de liberté, si pas plus, quand t'as peu d'abonnés. Et c'est bête à dire, mais d'un côté c'est vrai. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, mon but c'est pas forcément de mettre la barre plus haute parce que c'est impalpable ça, c'est subjectif et voilà. Mais c'est d'apporter une plus-value. Et ça aussi, c'est un peu impalpable. Mais en gros, c'est de chercher un plus, même s'il faut décaler d'un mois le tournage, pour avoir un petit plus qui va apporter quelque chose qui... Et puis je cherche vraiment un plaisir à tourner. C'est la base. Pour moi, il faut que ce soit un plaisir, il faut que le projet me stimule. Et, les gens avec qui je tourne, que je les apprécie, ou que ce soit des nouvelles rencontres. Et
Et ouais, et tu sais, je m'ennuie très peu déjà quand j'étais, si on parle maintenant de mes clients professionnels rapidement, je m'ennuie quand on me demande 2 fois la même chose. Oui. Je n'ai pas de spécialité en photo ni en vidéo. Et parce que je n'ai jamais cherché à en avoir et je n'aime pas en avoir. Si demain un client me dit, écoute mec, on a 100 000 euros de budget pour que tu fasses les photos de 10 hôtels de notre chaîne partout en France ou dans le monde, c'est cool, mais intérieurement, j'aime dire, ouais, putain, je vais faire 10 fois la même chose, quoi. Alors, tu vas me dire, non, ouais, t'as un hôtel au bord de la plage, l'autre en montagne. Ça peut être cool, oui, mais je vais avoir 10 fois des chambres à filmer, un plan drone de l'hôtel. Non, moi j'aime bien partir dans la mode. Le lendemain, je pars filmer des avions. Après, je vais filmer en souterrain. Après, je vais filmer, tu vois, d'un restaurant. Après, j'ai des voitures. Enfin, voilà. Là, je m'épanouis. Voilà. Et c'est un peu pareil pour ma chaîne YouTube. À quel moment tu t'es dit, et est-ce qu'il y a eu un moment charnière où tu t'es dit que tu pourrais commencer à vivre de tes activités vidéo et YouTube, YouTube en tant que vitrine de tes YouTube ou vidéo, du coup, photos? C'est un petit peu associé, c'est-à-dire que maintenant... Un client ou YouTube? C'est quoi ta question? Parce que YouTube, il a cru comprendre que c'était pas dans tes objectifs, en tout cas pas à court terme, de te dire je vais vivre. Ouais, mais il y a eu un moment où j'ai pu me dire, tu vois, je pourrais en vivre. Peut-être. Est-ce que tu as eu des clics là? Est-ce que tu as eu un moment? J'ai eu des clics quand l'ensemble de mes activités m'ont rapporté plus de 1 000 euros sur un mois, tu vois. Je me suis dit, ça commence à ressembler à un truc pas déconnant. Tu vois, quand tu cumules les différentes choses dont on a parlé tout à l'heure, tu dis, putain, 1 000 balles, si ça continue comme ça, si t'arrives à 2 000 balles par mois, t'es bien. Tu calcules une trajectoire en fait et tu te dis, ça devrait être possible. Tu te dis, ça devient possible, je peux payer un certain nombre de factures pour vivre aisément et garder mes habitudes et pas me limiter et pas peut-être même passer, tu vas faire des activités, bref, et investir aussi dans l'entreprise, parce que faut pas oublier que tout ça, c'est un chiffre d'affaires. Donc ça qu'on n'a pas dit au début, mais c'est un chiffre d'affaires. Donc après, une société, c'est pas genre tiens, on te donne net, cash, 2000 balles, ou peu importe combien tu gagnes par mois avec tes activités, mais c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Donc tu vois, c'est arrivé quand même assez vite, on va dire 6 mois après le lancement de ma chaîne. Je pense que c'est aussi dû à ma boutique en ligne à ce moment-là, je me rappelle plus trop. Non, c'est à peu près au moment où j'ai lancé ma boutique en ligne. Ouais, à ce moment-là. Ok, c'est à ce moment-là aussi que tu t'es posé la question de dire est-ce que j'ai envie de ne faire plus que ça au bout d'un moment ou est-ce que je veux garder cet équilibre entre Ultra Pro et YouTube? Alors je me suis jamais posé, tu vois, pendant 1 heure à réfléchir dans cette question parce que pour moi ça a toujours été clair dans ma tête que je voulais pas lâcher le reste. Je voulais pas entièrement lâcher mes clients, même si contradictoirement, ça se dit, c'est bon, j'ai pas fait de faute. Par contradiction, j'ai quitté le monde du salariat. On n'a pas parlé de mon parcours de base, mais c'est pas grave. Mais j'ai quitté le monde du salariat pour plus avoir de patron. Et quand je suis arrivé à mon compte, je ne voulais pas de clients. Et c'est compliqué. Non mais YouTube, du coup, c'était plutôt cool, tu vois. Mais oui, parce que je voulais pas de clients, et en même temps, j'en voulais quelques-uns, mais juste les bons. Juste les bons, ceux qui payent bien et qui ont des projets cool. Voilà. Et s'ils peuvent se trouver d'eux-mêmes, c'est encore mieux. Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, si en plus ils peuvent venir à toi sans... Ce que je déteste, c'est les appels d'offres, tu vois, genre, on t'appelle, on te dit, ou alors tu dois répondre à un appel d'offres, tu sais qu'il y a 10 mecs comme toi qui sont pas moins bons que toi, qui sont peut-être meilleurs, bien sûr, et qui tu vas être en confiance, je déteste ça, je dis, prenez les autres, je m'en fous. Voilà. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité YouTube ou sur les autres réseaux sociaux, ou même un logiciel que tu utilises, que tu adores utiliser tous les jours et que tu voudrais proposer ou conseiller à d'autres YouTubeurs? J'utilise TubeBuddy, que beaucoup doivent peut-être connaître, qui est un petit... j'utilise pas assidûment, je devrais, parce que je crois que je paye un abonnement d'ailleurs. Je sais pas être bêtise. Qui te permet d'avoir des stats un peu plus évoluées et qui te permet par exemple, un truc qui est assez cool, c'est de modifier toutes tes descriptions d'un coup. Ça, c'est carrément cool. Parce que forcément, les descriptions vieillissent, il y a des liens qui se périment, il y a des choses qui sont plus très pertinentes, des réseaux sociaux qui changent peut-être, bref, peu importe. Donc ça c'est plutôt cool et donc ça c'est un premier outil que je conseillerais. J'utilise aussi moi-même, j'ai fait 3 vidéos sur la chaîne du coin des YouTube, sur TubeBuddy, dont une tout récemment sur le A/B testing des miniatures. Oui, ils ont un A/B testing aussi. Alors le seul problème avec l'A/B testing, j'ai pas vu ta vidéo, je suis désolé, mais du coup je sais pas si t'en parles, mais comme tous les A/B testing, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas ici c'est le A/B se fait dans le temps. Oui. Va switcher dans le temps. Et ce serait beaucoup plus cool d'avoir un A/B testing en parallèle avec 2 panels de personnes. Parce que
Quand c'est dans le temps, c'est forcément qu'une vidéo va faire plus de vues au début, quand c'est le A, et forcément moins quand c'est le B. Donc c'est très dur de juger de la valeur d'un A/B testing. Je le teste sur des anciennes vidéos qui n'ont plus cette poussée communautaire, on va dire. Ouais, voilà, de la poussée des premiers jours. Même pour Instagram, d'ailleurs, tu n'utilises pas particulièrement de programme pour préparer, enfin pour... J'utilise juste un... Ouais, si, j'utilise une app qui... Je sais plus si elle s'appelle Layout ou peu importe, mais qui permet en fait de prévisualiser son feed. Alors je prépare pas 5 posts à l'avance, tu vois, mais c'est juste pour la photo que je m'apprête à publier, je regarde juste si au niveau des couleurs, au niveau du carrage et tout, ça colle bien avec mon feed avant de publier définitivement. Donc je fais juste une petite prévalidation. Donc sur iOS, ça s'appelle Preview. Voilà. D'accord. J'utilise ça. Et sinon, c'est tout. J'utilise Lightroom mobile occasionnellement parce que parfois, je fais du développement sur mon smartphone. Donc pour les photos, alors. Ouais, pour les photos, mais je préfère utiliser mon iPad Pro pour ça. Comme ça, je peux même, tu vois, développer mes photos du boîtier sur l'iPad Pro et directement publier sur les réseaux sociaux, ce qui est assez pratique. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 conseils à donner à un jeune youtubeur, pas forcément jeune... Ne dépasse pas les 1000 abonnés. Un nouveau youtubeur qui voudrait se lancer, est-ce que tu aurais 1 ou 2 conseils pour aujourd'hui, là, maintenant, 2019? Écoute, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On est tous l'expert de quelqu'un. Ça aussi, ça m'a motivé quand j'ai lancé ma chaîne. Je me suis dit, ben ouais, en fait, je peux aussi expliquer des choses que je sais à certaines personnes. Il y a des personnes qui sont meilleures que moi. On a toujours des gens meilleurs que nous. Il faut rester très modeste, très humble par rapport à tout ça. Et savoir le rester dans le temps. Ça, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, selon les caractères. Mais je dirais, voilà, n'ayez pas peur de ne pas être crédible. N'ayez pas peur de ne pas avoir votre mot à dire. N'ayez pas peur de parler de quelque chose dont tout le monde a déjà parlé. Parce que ce sujet a été traité en long et en large, mais pas par vous. Et votre avis est important, l'avis de tout le monde est important, vous avez une expérience qui vous est propre, vous avez peut-être une vision qui est originale, qui est différente, qui est forcément différente et originale. Et c'est vrai que je me corrige, hein, c'est forcément différente de la vision des autres, et c'est ça qui fait la beauté humaine. Et du coup, rien que pour ça, vous avez votre mot à dire, et vous ne devez pas avoir peur de vous lancer, même sur des sujets. J'ai un ami qui m'a dit, ouais, je vais pas parler de tuto Photoshop, il y a déjà tout qui a été fait. Je dis, oui, mais pas par toi. Pas par toi. Et tu es très bon dans ce que tu fais. Et maintenant, je dédramatise, enfin, et même les personnes qui sont moins bonnes, qui débutent, il y a des gens encore moins bons que vous. Donc, vous avez des choses à expliquer. Ça, c'est très important. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur pour avoir la crédibilité. Je suis pas le meilleur en vidéo, je suis pas le meilleur en photo. Il suffit juste d'être un petit peu meilleur que les personnes à qui vous enseignez. Et on est toujours meilleur que quelqu'un et moins bon que quelqu'un. Et d'ailleurs, avoir une chaîne YouTube permet de nous pousser à continuer à garder une longueur d'avance sur notre audience, parce que du coup, on va essayer d'apprendre plus. Du coup, on arrive à un moment charnière où on se rend compte qu'on devient une référence pour certaines personnes qui ne vont plus, et on va être vu pour certaines personnes on va être vu comme vraiment les personnes référentes qui ont la science infuse, alors que pas du tout. Et donc c'est ça qui va à un moment nous freiner, qui en tout cas moi qui m'a freiné dans la sortie de vidéo, à me dire attends, là, j'ai peut-être pas publié ça, j'ai peut-être pas parlé de ça tout de suite parce que voilà, je maîtrise pas à 100% le sujet et je veux que ce soit parfait. Et voilà, donc faut y aller mollo. Et un autre gros conseil, juste un gros conseil qui est connu aussi, mais n'en faites pas trop au début, sur la première vidéo, la deuxième vidéo, enfin, je dirais la première vidéo. Ne louez pas de la lumière, une grosse caméra, un assistant, un machin. Ne mettez pas 36 000 moyens en place pour cette première vidéo. Il faut qu'elle soit bien, certes, surtout au niveau éditorial, gérer le contenu. Mais si vous n'arrivez pas à reproduire ce que vous avez fait dans la première vidéo et garder une constance de qualité d'information et visuelle, mais là je parle surtout visuel, ça va être choquant et ça va décrédibiliser un petit peu votre travail dès le début. Donc il faut faire avec les moyens que vous avez à votre disposition et dont vous êtes sûr de pouvoir, les moyens que vous êtes sûr de pouvoir réutiliser pour les futures vidéos pour garder dès le début une qualité constante. Qualité selon le niveau de chacun, mais une qualité constante. Voilà. On en parlait avec Jérôme de Nowtech dans l'épisode de podcast, dans un des précédents épisodes de podcast. Et effectivement, c'est un marathon YouTube, donc il faut être capable de s'auto-préserver, on va dire, et de se dire, est-ce que, comme tu le dis, est-ce que c'est reproductible? Est-ce que cette vidéo que je viens de faire, je vais être capable de la faire une fois toutes les 2 semaines pendant les 5 prochaines années, et pas juste là maintenant parce que j'ai beaucoup de temps, parce que j'ai beaucoup d'énergie, parce que j'ai un copain qui a le matériel, et une fois que les vacances sont finies, tout se termine. Donc
C'est très, très, très important, effectivement. Et je pense qu'un autre conseil qui me vient, c'est ne visez pas le chiffre, le nombre d'abonnés, visez la qualité des abonnés, quoi. Mm. Et la qualité, pour moi, des abonnés, ça vaut tout l'or du monde. C'est des gens qui vont vous laisser des commentaires qui sont intelligents, raisonnés, matures, qui vont discuter avec vous, qui vont échanger professionnellement avec vous, avec voilà, juste des échanges entre adultes. Et ça, on ne l'obtient pas en visant dans la masse. On ne l'obtient pas en visant le million. Euh, et donc, je pense que voilà, garder un contact avec sa communauté, essayer de comprendre qui ils sont, comment, qu'est-ce qu'ils attendent, voilà, ça c'est important. Et ne pas oublier de le faire aussi pour soi, pour le plaisir personnel. Quels sont les plans pour la suite de ta chaîne dans le futur? Dans 2 ans, 3 ans? À quoi ressemble la chaîne de moi? J'avance un peu dans le flou. J'ai pas de projet, comme tu dis, que je n'ai pas un projet, par exemple, je ne veux pas forcément en vivre à 100%. Après, ça dépend comment vont les choses. Hein. Comme dit, si j'arrive comme tu me faisais remarquer tout à l'heure, à avoir des productions YouTube qui ressemblent de plus en plus à des petits courts-métrages, des choses comme ça, là, je vais vraiment m'épanouir là-dedans et je me verrais plus comme un réal YouTube que comme un YouTuber tech ou photo-vidéo qui fait des tutoriels et des choses comme ça. Du coup, plus de courts-métrages, plus de fiction. Ça, c'est une envie personnelle vraiment de développer ça, donc plus de projets comme ça. Garder un rythme de vidéo qui soit basé sur quand ça me fait plaisir, quand j'ai vraiment un truc à raconter que je juge intéressant pour ma communauté et suffisamment qualitatif, et continuer à travailler aussi avec d'autres influenceurs. J'utilise le terme influenceur, au secours. D'autres youtubeurs, non, c'est toi au sens large, influenceur, c'est connu, quoi. D'autres youtubeurs, comme on a pu le faire, en tout cas pendant un séjour à la montagne ou sur d'autres événements. Je pense notamment au salon de la photo. Et continuer à organiser comme ça, à réussir à voir d'autres personnes dans le domaine qui sont maintenant mes collègues, puisqu'au final, même déjà à la base, la photo et la vidéo, c'est des métiers assez solitaires. Et donc ça fait plaisir en fait de retrouver des collègues avec qui échanger et créer et finalement tisser des liens d'amitié pour ensuite peut-être faire d'autres projets plus ambitieux dans le temps. Donc voilà ma chaîne. En nombre d'abonnés, ça ira où ça ira. Par contre, en termes de projets, plus peut-être de fiction. Bon, c'est un peu tout ce que je peux te dire. Ok, très bien. Tu as une question qui vient de me venir là, mais est-ce que tu as pas forcément un mentor, mais un modèle sur YouTube ou en termes de réalisateur? Parce qu'il y a aussi... Ouais, alors j'ai une grosse référence moi en termes de réal qui a notamment une chaîne YouTube, c'est Brandon Lee. Tu connais? Non, tu connais pas. Brandon Lee qui voyage énormément, qui est un réalisateur indépendant. Qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Brandon Lee, Brandonli, tout simplement. En termes de réa, c'est une grosse référence pour moi parce que c'est très propre ce qu'il fait. Même s'il travaille beaucoup sur les transitions, c'est toujours très intelligent et beaucoup sur des réflexions dès le tournage et non pas juste du smooth boom et des choses comme ça qui sont très très lourds visuellement. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Après, en termes de qualité visuelle, le youtubeur américain Marcus Brownlee, NKBHD, si je dis pas de bêtises, des gens comme Casey Neistat, juste pour l'admiration de la constance de ce qu'il propose et même de l'éditorial, de la qualité visuelle et même si je suis pas du storytelling ou même si je suis plus tous ces vlogs quotidiennement, mais voilà, ces gens que j'admire, leur façon de travailler. Qui a secoué les formats vlogs sur YouTube. Ouais, bien sûr, ouais. C'est devenu une grosse référence, quoi. Après, voilà, on terme des réals comme Wes Anderson, des gens comme ça que j'admire beaucoup, mais on parle plus cinéma, quoi. Ok, super. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver au bar du coin tous les dimanches matins. Au PMU, c'était ça. Non, sur ma chaîne YouTube, donc Olivier Schmitt, SCHMITT. Donc ça, c'est sur YouTube. Instagram, toutifr, TOUTIFR. Voilà pour les réseaux essentiels. Twitter, Olivier SCH. Et puis l'atelier des créateurs, qui est donc le groupe Facebook dont tu parlais tout à l'heure, qui est un groupe très dynamique avec plus de 6200 membres actuellement, qui sont tous des passionnés certifiés de fois la vidéo, puisqu'on accepte chaque personne filtrée, puisque pour rentrer dans le groupe, il y a 3 questions qui sont posées. Il faut répondre aux 3 questions pour pouvoir rentrer dans le groupe. Et ça nous permet de garantir la qualité des membres. Et puis chaque publication
est soumise à validation de la part des modos. Donc il y a 5 modérateurs en tout, dont moi. Donc voilà, il y a une structure, un schéma type de publication pour que tout reste bien lisible et cohérent sur ce groupe. Et puis il y a quelques dizaines de milliers d'échanges tous les mois sur le groupe. Ce qui est génial avec toi, c'est qu'on pourrait continuer d'aborder tous les autres projets dont on a parlé. C'est la nouille, j'en ai pas encore. J'arrête. Non, mais ça c'est un côté que j'admire vraiment chez toi. Je trouve que tu as une ambition de dingue. Et en tout cas, tu essayes des tas de choses différentes. Parce que tu as juste envie d'y aller. Tu te poses pas de questions et tu y vas à fond. Et tu te vas toujours envoyer en grand. Et ça, je t'avoue, je suis très admiratif de ça chez toi. C'est un trait de caractère que j'ai à tous les niveaux, en fait. Je sais pas d'où ça vient, tu vois. C'est peut-être mon éducation, ou je sais pas, mais moi, il n'y a jamais de problème, en fait. Tu veux faire ça? Vas-y, on y va. Ouais, mais attends, là, on va avoir un problème de machin, c'est pas grave, on fera comme ça, on y va, on monte, on fait ça, il faut trouver ça, vas-y, on y va. Tu vois, pour le tournage Osmo Pocket, il y avait de la glace par terre, je vais aller trouver un mec de la ville avec une pelle pour qu'il vienne enlever tout, je l'ai aidé, hop, c'était réglé, le problème était réglé, allez, on avance, on y va, on trouvera des solutions en route. Ouais, il y a tout le temps des solutions. Et je te dis, la seule limite, c'est toi. Et une fois que t'as compris ça, ben, tout devient possible. Et je me suis rajouté 2 autres idées de projet pour cet été hier, tu vois. Donc, j'en parlerai parce que t'en feras partie, mais... Super, bah écoutez, rendez-vous sur Olivier Schmitt. Vous pouvez taper dans votre moteur de recherche favori. De toute façon, vous tomberez sur YouTube, sur Instagram. Encore un grand merci à toi. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir de participer à ce podcast. C'était très très cool. Et puis, vous les auditeurs, à très bientôt pour un prochain podcast avec un autre créateur. À bientôt.